Je pense qu'on va commencer. Ça fait quand même déjà Oui, quand même, il y a commencé. pas mal de monde de Ouais. branchés. Puis sinon, Ouais. ils vont se joindre à nous au fur et à mesure. Donc, on a déjà dit bonjour à plusieurs personnes, mais on va prendre le temps de dire bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Merci de prendre votre heure de dîner pour vous joindre à nous, pour assister au panel Ici Laval était une ville résiliente. On est super content de vous avoir avec nous. Je vais prendre les 5 premières minutes pour faire une petite mise en contexte de l'événement. Mais avant, vous l'avez déjà tout fait pas mal, là, mais je vais juste le répéter au cas où. On va juste vous demander de garder vos micros fermés pour l'événement, juste s'assurer qu'il n'y ait pas de bruit de fond qui dérange les panélistes durant leur conversation. Par contre, on vous invite très, 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 très fortement à envoyer toutes vos questions, vos commentaires, vos pistes de réflexion dans le chat. L'équipe du pôle va s'occuper de modérer le tout, mais également notre animatrice, Mme Marie Grégoire, va pouvoir s'en servir pour alimenter la discussion avec les panélistes. Également, l'événement est enregistré et diffusé sur Facebook. Donc, si vous êtes à l'aise, on vous invite à garder votre caméra pour qu'on puisse avoir un peu de contact humain. Mais sinon, on comprend totalement, pas de problème, vous pouvez l'éteindre. Puis là, un petit peu la partie un peu plus formelle. Donc, on va passer aux remerciements. On remercie, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent avec le pôle pour faire de la génératrice ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, à tous les collaborateurs, tous les partenaires, on vous dit un grand merci. On va prendre le temps de remercier plus particulièrement aussi aujourd'hui les partenaires financiers. Donc, merci à la Ville de Laval, au ministère de l'Économie et de l'Innovation, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au chantier de l'économie sociale sismique et au secrétariat à la jeunesse. Et un gros merci à Lilo et tout particulièrement à Marilyn, qui, je crois, est ici aujourd'hui pour sa contribution plus qu'essentielle au succès de la génératrice. Là, je dis génératrice, je dis pôle, je dis panel, bref, je dis plein d'affaires. Puis peut-être qu'il y a des gens qui sont un petit peu mêlés. C'est correct, je vais démêler le tout. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le pôle régional d'économie sociale de Laval, le pôle, ça fait depuis 2015 que ça existe. Et on a plusieurs objectifs, on a plusieurs activités, mais si on essaie de résumer le tout, ce serait 2 objectifs principaux. Premièrement, consolider le réseau d'économie sociale qui existe à Laval en supportant les entreprises existantes. Et le deuxième, c'est d'encourager l'émergence de projets d'entrepreneuriat collectif sur le territoire. Pour nous supporter plus particulièrement dans cette mission d'émergence, le pôle a créé le laboratoire d'innovation sociale de Laval. Donc, comment est-ce que ça a un lien avec aujourd'hui? En fait, c'est qu'aujourd'hui, en plus d'être une occasion d'en apprendre un peu plus sur la résilience à Laval, c'est également une occasion pour nous de lancer notre 4e génératrice d'enjeux collectifs, Laval Ville Résiliente. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une génératrice, quand même assez simple, en pratique, mais peut-être expliquer un petit peu plus compliqué. Donc, dans le fond, la génératrice, c'est un parcours d'innovation sociale et un incubateur de projets collectifs. Puis, le but avec ça, c'est de donner tous les outils et tout l'accompagnement nécessaire aux citoyens, citoyennes, entrepreneurs, dirigeantes d'entreprises engagés qui ont remarqué un enjeu social, économique, environnemental à Laval, puis qui souhaitent répondre à cet enjeu-là, transformer leur milieu de vie, transformer leur communauté en développant un projet d'économie sociale, pardon. Donc, en gros, ça, c'est la génératrice. Puis, comme je l'ai dit, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Chaque année, on donne une thématique, une ligne directrice à la génératrice qui est en lien avec le contexte du moment. Puis, cette année, le contexte était assez évident. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle, la COVID. Puis, fait qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut développer une génératrice autour de ça? Puis, on a pensé, en fait, que la COVID a mis en lumière des côtés positifs et des côtés négatifs. Puis, du côté négatif, c'est que ça a mis en lumière des enjeux qui sont assez criants, des enjeux socio-économiques et environnementaux assez criants auxquels il faut répondre bientôt. Mais au pôle, on aime ça. Je ne sais pas si quelqu'un. Ah, OK, parfait. Au pôle, on aime ça voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis du côté positif, c'est que pour nous, la COVID a permis de mettre en lumière le pouvoir de l'action citoyenne, le pouvoir de la collectivité, des citoyens, des entrepreneurs sociaux, des dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Puis c'est pour ça que
ce pouvoir-là, pour nous, c'est vraiment un moteur de changement dans la transition socio-écologique, une force active de cette transition-là. Fait que c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en lumière avec cette génératrice-là. Donc, c'est pour ça qu'on a donné comme thématique la ligne directrice de la génératrice Laval Ville Résiliente, c'est la résilience. Puis notre but, c'est de faire émerger des projets d'économie sociale qui vont faire de Laval une ville un peu plus résiliente. Donc, en gros, c'est ça. Il va y avoir un peu plus de détails à la fin pour ceux et celles qui veulent s'impliquer dans la résilience lavalloise. Puis là, moi, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à notre animatrice, une communicatrice réputée que vous avez probablement vue dans votre télé ou entendue à la radio. Également une ancienne députée à l'Assemblée nationale, Madame Marie-Grégoire. Merci beaucoup, Andrea. J'espère que vous pouvez me lire une fois de temps en temps dans le MAG, hein, avec le MAG qui est le journal économique de Laval, qui nous permet justement de réfléchir, puis parfois, peut-être pas assez, puis ça, c'est un défi que moi, je me lance à l'économie, puis l'économie autrement. Donc, en étant ici en économie sociale, je pense que ça nous permet de pouvoir penser, comme tu l'as dit, Andrea, aux enjeux sociaux, aux enjeux environnementaux, aux enjeux économiques. Donc, être capable de penser différemment. Donc, ça me fait très, très plaisir d'être avec vous pour jusqu'à finalement presque pour la prochaine heure. Et j'ai très hâte de pouvoir échanger avec nos panélistes qui nous apportent des perspectives différentes. Donc, et c'est pour ça on additionne des perspectives ensemble et on est là, je pense que c'est aussi ça, l'économie sociale, c'est d'additionner des perspectives. Et pour ça, j'espère que vous aussi, vous allez contribuer parce que, comme le dit Andrea, dans la section converser, on va prendre vos commentaires et on va les mettre dans la discussion pour être capable d'alimenter, de nous amener plus loin, de répondre à vos questions. Alors, chacune membre de notre panel vont nous présenter un peu une facette, je dirais, de la résilience et par la suite, on va échanger dans chacune de ces facettes-là, sur chacune de ces facettes-là. Mais une des choses qui est importante, c'est de se donner une définition commune et on va faire ça avec Hélène Madénian, qui est doctorante en études urbaines au Centre d'urbanisation, culture et société. Merci beaucoup d'être là, Hélène. Merci à vous pour l'invitation. On va aussi parler de la perspective municipale parce que c'est ça, hein, une ville résiliente, il faut avoir, on est des personnes, on espère résilientes. En tout cas, moi, je trouve qu'avec la COVID, on a montré qu'on avait une certaine résilience, chacune. Des fois, c'est un bout parce qu'on est à bout, mais ça, on a quand même de la résilience. Mais les municipalités comme organisation doivent aussi avoir de la résilience. Alors, on va échanger avec Stéphane Boyer, qui est conseiller municipal de Duvernay-Pontvillot et vice-président du comité exécutif. Merci beaucoup, Stéphane, d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. On va aussi parler de la perspective, je dirais, sociétale, de la place que prend la résilience et l'économie et le rôle de l'économie sociale dans la résilience avec une femme qui est une pionnière, qui a fait en sorte, en fait, je pense qu'on parle d'économie sociale parce qu'on en vivait peut-être un peu au Québec, mais on n'y avait pas donné un nom. Nancy Nintam, qui est experte en économie sociale et solidaire, en finances sociales et en développement local et fondatrice et ancienne PDG du chantier de l'économie sociale. Nancy, merci beaucoup d'être là. Ça me fait un grand plaisir. Oui, parce qu'effectivement, Nancy, on en reparlera, mais si on parle d'économie sociale aujourd'hui, c'est entre autres après un grand sommet où le gouvernement du Québec a décidé de s'y investir un peu davantage. Et c'est grâce à vous. Et on a besoin d'une perspective citoyenne. Il faut additionner les couches pour être capable d'amener le changement, d'amener cette résilience-là. Et on a avec nous Alexandre Warnette, qui est innovateur social et mobilisateur dans la transition socio-écologique, ainsi que l'instigateur et le co-porte-parole du mouvement citoyen Laval en transition. Alexandre, merci beaucoup d'être là. Merci, c'est un privilège d'être ici. Ah, c'est le fun, hein? Je pense que oui, effectivement, de se donner ce luxe parfois de réfléchir sur des enjeux, d'être capable de voir à long terme puis d'additionner les perspectives. Moi, je suis assez d'accord que c'est un privilège qu'on devrait se donner des fois plus souvent. Alors, merci encore d'être là à vous tous. On va commencer, je le disais, c'est important quand on parle d'un enjeu, quand on décide de mettre quelque chose sur la table, un concept sur la table, c'est important de se définir, de se donner une définition commune. Et donc, pour ça, on a avec nous Hélène, qui va nous permettre de nous donner peut-être cette définition-là de ce que peut être la résilience, mais la résilience dans un secteur municipal. Alors, Hélène, à vous la parole.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, en effet, il me revient la tâche de revenir un peu sur le concept de résilience et sur l'historique de ce concept. Donc, je vais faire ça rapidement, mais ça permet un peu de poser les bases pour qu'on puisse parler de la même chose. Donc, quand on pense à la résilience, en fait, c'est un concept qui est arrivé dans les sciences physiques en premier. Pour vous donner la meilleure image, si vous pensez à un ressort, quand on presse sur un ressort, donc quand on applique en fait une pression sur un ressort et qu'on le relâche, il revient à son état initial. Et ben, ça illustre exactement en fait ce que c'est la résilience. Donc, ce serait cette capacité de pouvoir résister à des chocs, à des stress venus de l'extérieur et retrouver un état de fonctionnement normal, voire même mieux qu'avant. Donc là, c'est dans les sciences physiques que c'est d'abord apparu, puis après, les sciences sociales ont utilisé de plus en plus ce concept. C'est d'abord arrivé en psychologie pour parler de résilience humaine, donc des gens qui vivent des catastrophes, des deuils, des choses très difficiles dans leur vie, qui vont être capables de passer outre ces chocs et continuer de fonctionner par la suite. Puis, à partir des années 70 environ, la résilience a été utilisée en écologie pour parler de la résilience des systèmes écologiques. Donc, quand on pense au système écologique, on parle de toutes ces imbrications entre faune, flore qui font qu'on a un système écologique qui fonctionne, mais qui est aussi très interdépendant les uns des autres, qui fait que quand ils subissent un choc ou une pression, il faut s'assurer que ce système, qui est très complexe, en fait, continue à fonctionner. Puis en fait, cette vision en tant que système a inspiré le concept de résilience urbaine. En effet, la ville peut être vue aussi comme un système complexe, où on a évidemment des populations qui interagissent les unes avec les autres, qui sont interdépendantes, mais qui vont être aussi interdépendantes avec des décisions municipales, avec des infrastructures, avec des logements, etc. Et donc, on va vouloir faire en sorte que cette ville, si elle est soumise à des chocs, à des pressions, puisse continuer de fonctionner sans s'écrouler et donc continuer à fonctionner comme il le faut. Donc, quand on pense à la résilience urbaine, en réalité, il n'y a pas une définition. Dans la littérature, on trouve multitude de définitions différentes. C'est encore un concept qui est en émergence, qui est en train de se construire. Donc, c'est important de se rappeler que le but, c'est de fonctionner, mais c'est aussi de comprendre en fait à quoi la ville va être vulnérable. Et évidemment, ça va dépendre de territoires et de communautés différentes. Pour donner quelques exemples qui ne concernent pas forcément ici, mais ça peut être vulnérable à un tremblement de terre, à un tsunami, au changement climatique. Donc, il y a un vaste panel de vulnérabilités qu'il faut comprendre avant de parler de résilience urbaine et d'y arriver. Donc, voilà, ça brosse très rapidement, évidemment, le concept de résilience urbaine et ça permet de mettre la table un peu pour la suite. Et si on regarde ça, Hélène, là, comment on peut détecter qu'une ville est résiliente? Comment, quand on se promène ou quand on analyse les politiques d'une ville, on peut se dire, ah, ici, ouais, il y a le début ou le commencement ou l'avancement d'une ville résiliente? Alors en fait, c'est ça, c'est que dépendamment en fait, des villes, chacune va être vulnérable à des choses très différentes. Si on pense à une ville japonaise, par exemple, on pense à un tsunami ou un tremblement de terre comme vulnérabilité première. Et donc forcément, les manifestations de la résilience vont peut-être concerner des choses qui nous paraissent pas concevables ici. Donc la construction de digues, la mise en place de mesures d'urgence pour répondre en cas de crise telle qu'un tsunami. Ici, ça va être différent. On va peut-être être plus soumis à des vulnérabilités de type inondation, changement climatique, difficulté d'approvisionnement en nourriture. Donc, les choses à mettre en place vont être différentes et on va mesurer la résilience autrement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la résilience, ce n'est pas tant une fin en soi qu'un processus continu, en fait. Car on va continuer, en fait, de chercher quelles sont les vulnérabilités de la ville et essayer de s'y adapter au fur et à mesure et donc de développer des plans, des politiques qui vont être différentes d'un territoire et d'une communauté à l'autre. Est-ce que, parce que c'est intéressant, donc vous dites, c'est un processus continu. J'imagine que, bon, au départ, identifier nos vulnérabilités, ça doit faire partie des choses qu'on doit faire quand on est une municipalité résiliente. Mais qu'est-ce qu'on ne doit pas faire si on veut vraiment être une municipalité résiliente? Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette magique à appliquer pour devenir résiliente. Donc, c'est vraiment important d'entendre les voix qui constituent un territoire et les voix dans leur ensemble. Donc, évidemment, la société civile, les groupes communautaires, les différentes communautés et aussi celles qui sont les moins représentées dans différentes organisations, donc les communautés marginalisées ou d'autres. Les entreprises, en fait, tous les habitants qui font le territoire, qui constituent le territoire pour comprendre en fait quelles sont leurs questions, leurs vulnérabilités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est surtout pas d'avoir une approche qu'on dirait top-down, de haut vers le bas, à essayer d'appliquer un modèle qui en fait n'existe pas, mais vraiment d'essayer de faire un état des lieux assez approfondi et de prendre en considération les besoins de tous.
Ah, c'est intéressant parce que vous parlez de top-down. Nancy Nintam, je sais que vous regardez, vous, les municipalités un peu partout, et il y en a justement qui ont déjà mis en place des meilleures pratiques, là. Il y en a avec lesquelles vous vous sentez à l'aise de citer un exemple, par exemple. Oui, mais il y a tout un mouvement en Europe, dans les centaines de villes, ça a commencé à Bologne, etc., mais qui est maintenant rendu en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans plusieurs grandes villes. Et ici, à Gatineau, moi, je viens de collaborer à l'adoption d'une politique en économie sociale qui met de l'avant ce concept de ce qu'on appelle des communs. C'est un vieux concept où les gens partageaient le pâturage en milieu rural, là, Oui. et il y a eu toutes des théories économiques pour dire que le commun ne marche pas, mais finalement, des prix Nobel démontrent qu'au contraire, et de plus en plus, on voit les villes, c'est un lieu où on partage le territoire, l'espace, etc. Et donc, où ce que les villes encouragent les citoyens d'être partie prenante de la gestion de la cité d'une manière très proactive. Alors, juste dire en Bologne, les citoyens, il y a un site où ce que les citoyens peuvent présenter des idées sur comment on peut mieux aménager cette forêt, cette rue, prendre tel projet et en dedans de 2 semaines, la ville répond pour dire oui, on collabore parce que c'est une contribution à la ville. La ville de Gatineau qui vient d'adopter une politique qui va dans le même sens. Donc, tout montrer que la résilience, comme un peu ce qui était dit, c'est parce que l'ensemble des citoyens avec l'administration municipale, avec l'ensemble des acteurs, créent des écosystèmes qui font en sorte qu'il y a moins de monde qui tombe entre les cracks et qu'on est capable collectivement de relever le défi dans un temps et avec des moyens qui sont à notre disposition. Ben, c'est intéressant parce que vous parlez de cette participation, puis il y a une question de Virginie Michaud qui dit, est-ce que justement les budgets participatifs, puis Alexandre, peut-être que ça vous parle, ça, parce que vous êtes là pour porter la voix citoyenne, est-ce que les budgets participatifs, ça fait partie de la définition qu'on peut donner à ces villes résilientes-là? C'est un outil très certainement parmi tant d'autres. Je pense qu'effectivement, dans la lignée de ce que Nancy vient de partager, une ville résiliente, c'est une ville où l'ensemble des parties prenantes et au premier chef, les citoyens ont du pouvoir d'agir, ont la capacité de co-créer la ville ensemble, notamment pour pouvoir réagir à ces chocs dont on parle, hein, la résilience, donc résister aux chocs, mais surtout co-construire un espace puis une abondance pour nous, pour les générations futures, pour le territoire écologique aussi. Donc, les budgets participatifs, c'est une façon très concrète de donner ce pouvoir-là dans une approche qui est à mi-chemin, je dirais, entre le top-down et le bottom-up, dans le sens où il y a quand même cette entité-là qui donne le pouvoir aux citoyens de choisir. Mm-hmm. Ah, c'est intéressant ça parce que effectivement, on dit souvent dans les organisations, il faut que le changement vienne d'en haut. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une volonté, mais on le fait pas top-down, mais il faut qu'il y ait cette volonté qui vienne d'en haut de vouloir ouvrir le pouvoir pour le citoyen. Oui, puis dans un système vraiment résilient, il y a des feedback loops, qu'on dit des voies de rétroaction de communication, où il y a une communication constante, une connectivité qui est accrue entre les différents morceaux du réseau et le sommet du réseau. Puis dans le cas d'une ville, bien évidemment, c'est la municipalité qui a une vue d'ensemble sur tous les petits morceaux que contribue son système. Hein. Un système ville, c'est comme un corps humain, il y a plein d'enfants différents, tout le monde a sa fonction. Comme un écosystème, hein. Le ruisseau a sa fonction, la prairie a sa fonction, les arbres ont leur fonction. Donc c'est cette instance-là qui est capable de distribuer ce pouvoir-là et capable de faire des liens entre les différents morceaux du système. Donc, être capable c'est ça, d'avoir ce processus continu dont nous parlait Hélène, là. Donc, quelque chose aussi, à un moment donné, on peut dire que c'est circulaire, mais c'est plus que circulaire, c'est comme une vis sans fin qui, finalement, nous permet de pouvoir s'améliorer constamment, de pouvoir être en connexion constamment. Stéphane Boyer, quand on entend ces choses-là, on en rêve, hein, parce qu'on se dit, on est, nous, un élu municipal, mais on veut être capable d'entendre la voix, de porter la voix, mais en même temps, il faut pouvoir aussi donner la voix. Est-ce que ça demande un certain équilibre? Ben, définitivement. Je pense que des fois, je vais donner un exemple personnel, souvent les citoyens nous appellent en tant qu'élus puis disent, vous devriez faire ci ou ça. Oui. La réalité, puis je pense que vous l'avez vécu dans le passé, hein, même un élu en démocratie n'a pas plein de pouvoir. Non. La démocratie, ça implique qu'il y a plusieurs élus qui ont un mot à dire, qui n'ont parfois pas toujours la même vision des choses.
Il y a une administration publique aussi qui peut avoir sa propre vision des choses et on a des citoyens, on a des organisations, des entreprises. Bref, je pense qu'en démocratie, il n'y a personne qui ultimement a un pouvoir, mais c'est aussi ça qui fait, je crois, la force de notre système, c'est que quand tout le monde a une partie prenante, un mot à dire dans quelque chose, bien, les gens s'y sentent plus impliqués. Et d'ailleurs, on parle souvent de la résilience de l'économie sociale, coopérative ou autre. Ben, ça vient aussi du fait que les gens, quand tu fais partie d'une coop, tu as un mot à dire. Tu n'es pas juste une fraction, mais tu fais partie de l'organisation, de la mission. Et on voit que souvent, les entreprises en économie sociale sont plus résilientes en cas de choc économique ou autre. Là. Donc, je pense que au final, quand les gens sont partie prenante d'une démarche, il peut y avoir des frustrations parce qu'on se rend compte au final qu'on ne peut pas tout contrôler. Oui. Mais les gens vont mieux adhérer à la démarche, aux résultats, aux actions mises en place, puis on va être plus résilients collectivement. Ben, c'est intéressant parce que effectivement, il y a tout ce processus, Hélène, de check and balance là, qu'on appelle en anglais, donc d'avoir les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Et comme le dit Stéphane, ben, même quand on est un élu, on n'a pas tous les pouvoirs. Quand on est citoyen non plus, on n'a pas tous les pouvoirs. Comment, dans un modèle résilient, tout ça vient s'équilibrer pour pas qu'on se retrouve dans des chemins polarisés, mais plus dans des chemins où on est capable de travailler ensemble? Ben, je pense que en effet, c'est une bonne question. Je donnerais l'exemple peut-être de la PRDS, le plan régional en développement social qu'on a fait à Alexandre est d'accord, oui. Bien, au final, on a dit, c'est pas la ville de déterminer c'est quoi qu'on doit mettre en œuvre. Puis de l'autre côté, s'il n'y a pas une collaboration entre tous les acteurs, bien, on va peut-être aller dans tous les sens, puis on va peut-être avoir des angles morts. Donc, ce qu'on a fait, on a mis tous les acteurs du milieu du développement social autour d'une même table. On a défini ensemble des objectifs à atteindre. Puis on a partagé aussi l'atteinte de ces objectifs-là, où chacun des organismes a un peu des devoirs, des actions à prendre pour réaliser les objectifs. Donc, ce n'est pas juste à la ville de tout faire, au même titre que la ville ne délègue pas toute la responsabilité aux organismes, mais on partage une vision commune, puis on partage par la suite là, les actions à mettre en œuvre. Oui, bien, Hélène, j'avais une question. Il y a Hélène et Alexandre par la suite. J'avais aussi une question pour vous. C'est justement comment, ça veut dire qu'il faut réinventer même la façon même de faire de la politique. Ça veut dire que les oppositions n'ont plus le même rôle qu'avant, là? En fait, pour faire du pouce sur ce que disait Stéphane, c'est ça, je me disais, il y a aussi le côté à la fois d'avoir un processus itératif, donc oui, se donner des objectifs, se rencontrer, mais être capable d'être agile et de tenter des choses, en fait, de pouvoir s'adapter, de ne pas avoir un plan qui est prédéfini pour, je dis n'importe quoi, 5 ou 10 ans et s'y tenir, mais être capable, justement, pour être résilient, de s'adapter aussi pendant la démarche. Donc ça, c'est un premier point. Donc, ce processus itératif. Et après, une autre chose qui va un peu dans le même sens, c'est aussi se donner le droit à l'erreur. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce que c'est exactement de devenir résilient, puis comment faire. Donc, il faut aussi se donner le droit de tester des choses, de faire peut-être des projets pilotes, des projets qui semblent un peu peut-être farfelus au départ, mais peut-être le tester sur un petit bout de territoire ou avec certaines personnes. Et puis voir si ça fonctionne dans la vraie vie, en fait, et ensuite pouvoir le déployer à une échelle peut-être plus importante. Donc ça, c'est intéressant parce que, Alexandre, je vous donne la parole, mais se donner le droit à l'erreur dans nos sociétés, ce n'est pas nécessairement dans notre ADN. Hein. On est plus porté à faire porter l'odieux à celui qui s'est trompé que de dire la prochaine fois, il pourra se reprendre, Alexandre. Oui, puis c'est absolument essentiel parce qu'un élément de la résilience, c'est la diversité. Hein, c'est comme l'agriculture. Hein. Si on a une monoculture puis il y a une maladie qui frappe, c'est fini, on est foutu. Alors que si on a une diversité de culture, on va survivre. Et c'est la même chose dans la société au point de vue économique, hein, du point de vue même de comment est-ce qu'on fait des revenus, où est-ce qu'on s'alimente, où est-ce qu'on prend notre énergie. Donc, plus on est diversifié, plus on est résistant au choc. Mais je voudrais revenir sur l'élément de la PRDS et de l'innovation, parce que ça en était une prise de risque, c'est assez innovant comme façon de faire. La PRDS, peut-être l'expliquer pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi. En développement social, d'ailleurs, c'est co-porté par la Ville et une autre organisation institutionnelle. Déjà, ça, c'est un bel exemple de leadership. Ça parle aussi de la question que vous avez posée, Marie, sur le nouveau leadership politique. Je pense que c'est un leadership qui est beaucoup plus rassembleur qu'un leadership de chef. Donc, on rassemble les forces vives de la société, et y compris les citoyens. Évidemment, je porte ce chapeau-là aujourd'hui, mais des démarches comme ça, participatives, ça permet aussi de dire, et comme Stéphane le disait, on a le réflexe de dire les élus, la ville doit faire quelque chose. Donc, on délègue ce pouvoir-là à des institutions et à des élus. Mais en même temps, on vit des crises de plus en plus complexes.
que ce soit évidemment au niveau sanitaire, mais la perte de la biodiversité, la crise climatique, où on sent qu'on n'a aucun pouvoir et on se sent désemparé. Alors, quand on nous implique comme citoyens, citoyennes dans des démarches comme ça, bien, on regagne du pouvoir, donc on regagne espoir dans notre capacité de changer et on regagne espoir dans notre capacité à agir efficacement et avec un impact réel sur notre communauté. Ah oui, ben moi, je trouve ça très intéressant. Effectivement, quand on est dans l'action, on a l'impression qu'on est un peu plus en contrôle. En tout cas, Stéphane Boyer, on va y aller justement sur le volet municipal, sur la vision de Laval, sur cette ville résiliente. Où en est Laval? Puis qu'est-ce que Laval a envie de faire? Parce que ça demande, comme on le disait, un certain laisser-aller, un certain partage des responsabilités qui n'est pas je dirais, je ne sais pas si c'est dans l'ADN pur de ceux qui décident de faire de la politique. Peut-être que je mets ça dans votre cours. Est-ce que c'est aller contre nature, développer une nouvelle nature? Je pense, écoute, il y a plein de choses que j'aimerais dire à ce sujet-là. Puis je ne vais pas trop m'égarer, mais j'aimerais rebondir sur ce qui a été mentionné par Hélène, où est-ce que c'est aussi d'être capable d'accepter qu'on a le droit à l'erreur et on doit être capable de s'ajuster. Et des fois, ce qui est difficile pour un gouvernement, c'est que les gouvernements, c'est des gros bateaux qui ne bougent pas très rapidement. Et on va faire en amont beaucoup d'études pour être sûr de notre coût, ce qui souvent fait gonfler les coûts, fait perdurer les échéanciers. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est beau avoir une planification sur 20 ans, mais en politique, que ce soit au municipal, provincial, fédéral, les paliers changent, les priorités changent, l'actualité va vite. Les élus, il y a des nouveaux élus avec des nouvelles opinions, ce qui fait que si on n'est pas capable d'accepter le risque de l'échec, si on n'est pas capable d'avoir des processus agiles, c'est très difficile d'être résilient. Pour revenir à la question originale, en effet, ça demande des fois de faire les choses différemment. On a parlé des budgets participatifs, c'est un bon exemple. D'ailleurs, Laval met en place un projet de budget participatif dès cette année. Il y a eu la création aussi de différents comités dans les 2 dernières années, un comité jeunesse, femmes, multiculturel. Donc, par exemple, on a beaucoup entendu parler des problèmes de racisme au sein de la police. Donc, à Laval, ce qu'on a fait en place, on a demandé au comité de la diversité culturelle de faire une étude, de regarder comment est-ce qu'on pourrait adapter notre service de police en sondant, entre autres, la population à la rencontre du service de police. Donc, oui, d'une certaine part, c'est de décentraliser une partie des décisions. Et vous avez déjà il y a un groupe là, sur la ville résiliente. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus à Laval. Là. Donc, on est en train de mettre en place des politiques autour de ça. Oui, on a créé cette année le Bureau de la résilience, doté d'un budget d'environ 4 millions. Et ça fait écho, en fait, en 2017, on a eu des inondations historiques. On disait que c'était des inondations qui arrivaient juste une fois aux 375 ans. Oui. C'est ouf, on a passé au travers, dossier réglé, mais en 2019, on a eu la même chose. Donc, on se rend compte que la réalité d'autrefois n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Donc, on a mis en place ce bureau-là qui va avoir comme tâche de voir justement la résilience du territoire lavallois. Il y a d'autres enjeux qui nous guettent, l'érosion des berges ou autres. Et donc, on met en place des équipes au sein de la ville pour penser ces questions-là. Donc, est-ce que vous avez fait le tour, parce que ce que nous disait tantôt Hélène, c'est qu'il faut comme être en mesure d'identifier nos risques un peu pour être résilient. C'est un peu faire de la gestion de risques. Est-ce que vous avez déjà fait ce tour-là, donc des différents enjeux qui peuvent demander cette résilience à la ville? Ça va être justement la mission du bureau parce que les 2 premières inondations qu'on a vécues, c'était la sécurité civile qui la prenait en charge. Mm-hmm. Donc ça, c'est beaucoup une équipe composée des policiers, de la police, des travaux publics ou autres, qui réagissaient à la crise, un peu comme le pompier qui éteignait le feu. Mais là, on doit aller plus loin, on doit être dans la prévention, puis on doit essayer d'anticiper c'est quoi les risques qui nous guettent. Et donc, le Bureau de la résilience va avoir, entre autres, cette mission-là. Donc, ça vous permet de voir venir, de vous préparer. Il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas voir venir. On peut penser justement à cette crise sanitaire. Certains diront qu'on aurait pu la voir venir, mais bon, ça prenait quand même tout le monde est passé à côté, bien qu'il y ait eu des mains levées pour dire que c'était potentiel. À ce moment-là, j'imagine que ce que ça permet aussi à la ville, c'est que oui, il y a des éléments de vulnérabilité qui ont été identifiés, mais le fait d'avoir créé des mécanismes peuvent vous permettre de répondre à des vulnérabilités qui n'ont pas nécessairement été identifiées. Oui, puis on ne pourra jamais tout anticiper. Je me rappelle l'année dernière, je crois en décembre 2019, j'ai assisté à un panel avec vous à Montréal sur la conciliation travail-famille. Oui.
Elle a fait un gros speech sur l'importance d'être flexible dans les horaires de travail, de permettre le travail à la maison, le travail virtuel. Et même à la baie, il y avait une réticence à faire ce changement-là, comme toutes les grandes organisations, parce que c'est un gros changement de culture organisationnelle. Tout à fait. Quelques mois après venait la COVID, puis ça forçait les entreprises à changer leur façon de faire. Donc, maintenant, la force des choses a amené cette réalité-là, puis on se rend compte que ça peut fonctionner. Hélène, comment, justement, quand vous regardez ce que Laval est en train de faire, comment on peut dire qu'on peut accélérer ce changement-là de culture? C'est pas toujours facile. Non, le changement de culture dans des municipalités, c'est évidemment pas facile. Il y a des institutions derrière, des façons de travailler, etc. Donc, ça prend du temps. Mais je dirais que plus on s'ouvre justement, qu'on ne reste pas dans un entre-soi, mais qu'on s'ouvre justement à d'autres acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit encore une fois des organismes communautaires, des citoyens, etc. Ça va aussi nous aider à changer plus vite, à nous apporter d'autres idées, à nous forcer à collaborer différemment. Donc, plus on reste ouvert et plus ça va nous forcer aussi à changer et nous inspirer aussi d'une certaine façon. Puis encore une fois, en se laissant peut-être plus de marge de manœuvre, à ne pas vouloir tout écrire dans un plan prédéfini, canné pour toujours, de se laisser des marges de manœuvre, de tester des choses, encore une fois, se donner le droit à l'erreur, ça peut nous aider en fait à sortir un peu des chemins déjà définis. Ben, c'est intéressant parce que vous parlez de se donner le droit à l'erreur, ça fait comme quelques fois qu'on le mentionne. Dans un contexte politique, puis Nancy, vous avez observé là, différentes municipalités, dans un contexte politique, ça veut dire aussi que les oppositions doivent changer leur façon d'intervenir. Parce que si on décide que collectivement, on se donne le droit à l'erreur, on peut pas aller mettre notre doigt sur le bobo à toutes les fois qu'on se trompe, puis on peut juste dire, il faut réajuster le tir. Oui, puis je pense effectivement, ça lève toute la question dans les processus même de comment une ville fonctionne, comment les politiques publiques ressortent. Et on le prend en tout cas, je pense que si on regarde l'économie sociale, et j'ai été assez longtemps au cœur de l'action pour pouvoir affirmer sans me gêner que l'ensemble des politiques en économie sociale qui ont été adoptées par le gouvernement étaient le résultat des propositions qui sont venues de la société civile, qui sont venues des citoyens. On parle de nos CPE, mais moi, j'étais là à côté de Claudette Pétrobin, puis on priait le petit comité qui était au sein du gouvernement pour dire ça nous prend une autre forme de garde des enfants. Il faut avoir ces centres de la petite enfance. Puis je me faisais dire par les fonctionnaires, ben non, nous, notre job, c'est de checker comment les couches sont changées d'une manière réglementaire dans les garderies. En tout cas, c'était les deux choix que Pauline Marois avait. C'était celle qui est venue pour les CPE. Et toutes ces questions-là, là, je pense que ça nous interpelle dans des processus même, tu sais, dans sortir des silos, c'est le même problème. Oui, c'est ça. Il y a toujours des silos au gouvernement, puis à la limite, c'est presque impossible de sortir complètement des silos. Il faut, à un moment donné, s'organiser. Mais tout ça finit, que ce soit économie, ça finit tout dans notre communauté. Toutes les lignes, là, mènent au même endroit, là où que les gens habitent. Alors, c'est dans cette interaction qu'on réussit à intégrer. Et la troisième chose, et ça, c'est le défi que je débat depuis des années, puis que je pense que le gros défi pour les administrations publiques, cet enjeu d'innovation. Parce que l'innovation, par définition, là, c'est learning by doing. C'est créer des précédents. Et pourtant, les fonctionnaires à l'ENAP, là, qu'est-ce qu'on leur apprend en premier? Ne pas créer de précédents. C'est dangereux des précédents. Alors, il y a quelque chose dans l'ADN même de la fonction publique, là, et comment... Donc, je pense que la question de la résilience, il faut être transversal, il faut être innovante, il faut sortir des silos. Et la seule manière d'arriver à cette transformation, c'est par cette interaction que je trouve fort encourageante quand j'écoute Alexandre, j'écoute M. Boyer, etc., de voir qu'à Laval, on est dans cette vision-là, franchement, parce que c'est la base sur laquelle on va pouvoir devenir résilient comme société, puis c'est la base dans laquelle l'économie sociale va jouer pleinement son rôle. Ben, c'est intéressant, Stéphane Boyer, parce que Nancy parle exactement de la réorganisation. Ça veut dire qu'on peut avoir donc un bureau de la résilience, mais ça veut dire qu'en arrière, là, il faut aussi repenser notre façon de faire. Au niveau technologique, moi, j'ai travaillé dans le secteur technologique, puis on disait, on ne peut pas juste mettre une nouvelle technologie, il faut repenser tous les processus avant de mettre une nouvelle technologie. Ben, quand on veut faire d'une ville une ville résiliente, il faut aussi penser au processus. Est-ce que c'est
c'est quelque chose qui vous préoccupe, ça, de à la fois changer la culture, mais aussi les processus pour en faire, pour s'assurer qu'il y a de l'innovation, qu'on accepte l'innovation, de créer ces précédents? Ben, définitivement, c'est un enjeu de taille, là. Laval, c'est 4000 employés. Donc, pour n'importe quelle grande organisation, même une entreprise privée qui, des fois, sont vues comme des organisations plus rapides à exécuter qu'un gouvernement, cet enjeu-là perdure. Donc, c'est sûr qu'il faut revoir les processus. Et j'ai même une petite anecdote, là, quand vous mentionnez accepter les écueils. Il y a quelques années, on se faisait beaucoup parler de la sécurité dans les rues, près des écoles, les problématiques de vitesse. On a demandé à notre administration, on a dit, trouvez-vous, nous, des solutions. On veut attaquer ce problème-là. Puis, une des idées qui est venue d'un employé, c'était, il avait vu en voyage des lignes, je pense, bleues là, dans certains secteurs pour dire ralentissez. Et donc, on a mis en place, plus il y a des citoyens lavallois, je suis sûr que vous allez savoir de quoi que je parle, les fameuses lignes blanches et bleues près des parcs, où on a développé ça. L'idée, c'est de dire qu'il faut que les automobilistes soient conscients qu'ils rentrent dans une zone scolaire et par conséquent, qu'ils ralentissent. Finalement, ça n'a pas été un succès. Ça a été un échec. On a reçu beaucoup de plaintes. Les gens ne comprenaient pas vraiment la notion. Il y a peut-être eu un manque de communication dans la façon que ça a été déployé. Il y a peut-être des choses qu'on aurait dû faire différemment. Mais je pense que c'est important. On a pu dire à nos employés, bien, innover, trouver des solutions, aller voir ailleurs. Puis même si ça avait été un échec, ce projet-là, on ne l'a pas reconduit, on a dit à nos employés, c'est correct. On ne peut pas faire un coup de circuit à chaque fois. Continuez à innover. Donc, c'est sûr qu'il faut changer la culture, il faut changer les processus, définitivement. Mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est par l'exemple, puis par une première fois, puis la seconde fois, peut-être que l'innovation va porter, puis il faut apprendre à se tromper, mais aussi apprendre à gagner. C'est ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites. C'est que des fois, on perd, des fois, on gagne, mais on est toujours ensemble, puis on est solidaires dans les différentes prises de décision. Alexandre, comme il y a un rôle aussi pour le citoyen parce que souvent, les groupes de citoyens qu'on voit émerger quand on est dans une municipalité, c'est des groupes de citoyens qui s'opposent. C'est des opposants. Alors, on a créé quelque chose, puis on n'est pas content. Alors, comment on peut permettre, puis c'est amusant, il y a quelqu'un qui parle de permettre l'expérimentation. Comment on peut permettre l'expérimentation quand le citoyen, lui, il veut des résultats? C'est une excellente question. Je pense que l'opposition est absolument importante parce que l'indignation, c'est une force de changement majeur. Il faut s'indigner face à des décisions absurdes qui sont faites, du développement de territoires sauvages, par exemple. Mais effectivement, il faut transformer, ajouter en fait une facette de l'indignation à la co-construction et c'est là que l'expérimentation, elle entre en jeu. Sur la question, donc en fait, il faut changer effectivement la culture, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Puis oui. C'est un gros défi à Laval parce on part d'une culture citoyenne très passive et on veut l'amener vers une culture participative en mode justement co-design, co-construction de notre ville, de notre quotidien. Et ça passe par les processus dont on parlait aussi. Je pense que la culture change par un changement d'abord de processus. Il faut donner la place aux citoyens. On parlait des budgets participatifs, mais c'est juste un petit morceau du casse-tête. On ne peut pas juste non plus lancer un budget participatif et espérer que tout le monde va savoir comment ça marche, que tout le monde va avoir envie d'y aller, surtout si on est pris dans un cynisme par rapport au bien commun ou par rapport aux outils politiques. Donc, il faut que ça vienne avec une pédagogie. Il faut se donner le mandat de développer les connaissances et les compétences des citoyens pour qu'ils se sentent d'abord aptes à participer, pour qu'ils aient assez confiance en eux, parce que souvent, c'est ça le nœud aussi, les citoyens ne se sentent pas assez confiants pour avoir une voix intéressante au chapitre. Oui, c'est très important. Puis on dit que ça s'apprend à l'école. Éventuellement, on peut apprendre à être un jeune militant à l'école, mais il n'y a pas encore de cours à la citoyenneté. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on réclame. Je sais que c'est un peu comme à tout le monde en parle ici. Il y a des gens qui doivent nous quitter. Et Stéphane Boyer, vous devez partir parce que vous avez une autre rencontre à 13h. Je sais que Nancy veut intervenir, mais j'aimerais ça quand même vous donner un petit mot pour que vous puissiez peut-être nous parler de cette culture de la participation qu'on veut créer à Laval. Comment on fait pour bien accompagner le citoyen pour qu'on se retrouve quelque part à mi-chemin? Je crois qu'il faut créer des liens. Vous avez posé la question que souvent les citoyens sont en opposition. Moi, j'ai vécu dans mon quartier à Pont-Viau une opposition citoyenne à des projets Commodore où il y a eu un mouvement citoyen contre la construction d'immenses tours.
Mais ces citoyens-là, une fois qu'ils se sont impliqués contre le projet, ils en sont venus à se connaître, ça a créé une dynamique dans le quartier, ils se sont appropriés les enjeux d'urbanisme. Et dans les années qui ont suivi, ils en sont venus à être invités sur différentes plateformes, dans différentes conférences pour venir parler d'urbanisme et de la vision citoyenne. Ils sont devenus au final des acteurs de changement dans le quartier très positifs en s'impliquant dans plein d'organisations, de causes, où est-ce que c'était plus juste de s'opposer, c'était pour nous construire notre quartier, est-ce qu'on peut le rêver? Et donc, moi, je pense que tout part par la mise en commun des gens, créer des réseaux forts. Je pense que Laval, comme beaucoup de banlieues, des fois, c'est un peu ce qui est critiqué, c'est d'être sans ombre. Mais je crois que en créant ce lien-là, ben, on crée une résilience, on crée un esprit de communauté et on a tout à gagner à le créer, là. Et une dernière question de la part de Marlène Paradis. Pour vous, Stéphane, c'est comment on fait pour adapter les structures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place concrètement pour adapter les structures afin d'amener les décisions plus près du citoyen à l'échelle humaine? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire là-dessus. On voit, entre autres, que là, le virtuel a le désavantage, des fois, d'être peut-être moins accessible à certaines tranches de la population, mais d'être plus accessible à d'autres. On voit dans nos consultations publiques qu'il y a beaucoup plus de familles qui s'impliquent maintenant, que nos consultations sont en virtuel, probablement parce qu'autrefois, conciliation famille, travail, c'est difficile de se libérer le soir de semaine, de se déplacer physiquement à l'hôtel de ville ou dans un centre communautaire. Donc, il y a des choses qui doivent être changées, mais il y a définitivement beaucoup de travail à faire. Puis, je crois que ça va de part et d'autre. La ville doit être plus près des citoyens. Les citoyens doivent aussi s'intéresser à ce qui se passe à la ville. Bien, merci beaucoup, Stéphane Boyer, d'avoir pris ce temps-là avec nous. On le sait que vous avez plusieurs engagements et d'avoir pris ce temps-là, je pense que ça nous permet de voir que Laval fait des pas. Il en reste à faire, puis on va continuer à en parler avec Nancy et avec Alexandre. Nancy, d'ailleurs, qui va nous parler de politiques qui sont adoptées par des villes pour devenir des villes résilientes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais, on aura l'occasion, M. Boyer, d'échanger éventuellement là-dessus, j'espère. Absolument. Je pense que les participants restent en bonne main avec Alexandre, Hélène et vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, merci Stéphane. On continue, Nancy, effectivement, parce qu'on le disait, il y a des municipalités qui se sont réorganisées autour de cette approche de résilience et l'économie sociale a joué un rôle important dans cette redéfinition-là. Alors, comment ça peut contribuer, l'économie sociale, au principe de résilience dans un territoire comme Laval? Oui, mais je pense que je vais commencer de manière un peu plus philosophique parce qu'on est dans un contexte, la crise d'une pandémie. Et je pense qu'il y a des choses on dit en économie sociale depuis longtemps qui sont aujourd'hui, et des fois je me pince en disant, mais est-ce que je l'entends vraiment des premiers ministres du Canada, du Québec? Mais toutes ces questions, l'économie sociale, on a toujours dit que l'économie doit être impliquée dans le social et qu'il n'y a pas une hiérarchie où l'économie, puis et regardez, on était parce que la santé de la population, on n'avait pas le choix collectivement, sauf d'arrêter carrément l'économie parce que, donc, la question des priorités et le rôle suprême de l'économie a pris disons, pour son rhume pendant cette pandémie. Mais d'autres éléments aussi, tout l'enjeu de l'achat local, de pouvoir produire localement, c'était quelque chose qui était considéré un peu flyé. On est dans le monde de la mondialisation et là, on revenait en disant, si on n'est pas capable de se nourrir, d'avoir une autonomie alimentaire, alors tous ces enjeux, la question des personnes âgées et comment c'est nettement mieux pour eux de pouvoir rester chez eux. Oui. On a lancé et on a aujourd'hui, pas assez, mais quand même plus de 8000 personnes qui travaillent dans les entreprises d'économie justement pour pouvoir faciliter ça. Alors, il y a toutes sortes d'approches que l'économie sociale a démontrées depuis longtemps comme des éléments, on pourrait dire, d'une vision résiliente. Alors, je pense que dans le cas des municipalités, c'est de pouvoir s'appuyer là-dessus. On l'a vu dans les crises, justement, au niveau de la sécurité alimentaire, comment les organisations d'économie sociale se sont ajustées d'une manière extrêmement rapide pour pouvoir continuer à nourrir le monde. On découvrait que les gens avaient faim, ça, on le savait depuis longtemps, mais là, c'était sur la place publique. On a vu comment l'économie sociale a joué un rôle. Mais je dirais que la contribution de l'économie sociale, que ce soit à Laval ou ailleurs, et c'est là où les enjeux de comment on réorganise la ville devient important. C'est justement cette idée qu'il
il faut, pour relever les défis d'aujourd'hui et y inclure la question de la résilience, ça prend la contribution de tout le monde. Ça prend la mobilisation citoyenne et l'économie sociale, c'est la mobilisation citoyenne au cœur de l'économie. Mais ça prend aussi une autre logique économique. Si on est dans la logique du terme, c'est dans la logique juste du rendement aux actionnaires, etc., on n'arrive pas non plus à relever ces défis. Alors, l'économie sociale apporte par ses entreprises, mais apporte aussi par sa vision du développement, cette haute logique économique qui dit qu'il faut qu'on aille vers un autre modèle de développement. Et je finirai juste en disant que c'était le troisième élément de ce que moi j'ai toujours considéré comme l'ADN de l'économie sociale, c'est contribuer à un autre modèle de développement, à une transition sociale et écologique. Et j'espère qu'on parle de résilience, on n'est pas comme le ressort qui fait juste revenir à ce que c'était sa forme avant. Ah oui, préalable. On veut de la résilience qui va nous amener ailleurs. Et je suis certaine, Hélène, que quand tu parles de résilience, tu as le même esprit, mais juste pour être sûr que nos images sont les bons. Et les images, c'est d'aller vers un autre type de modèle de développement. Et je pense qu'il y a tellement d'affaires dans cette pandémie qui vient renforcer cette vision qu'on porte au sein du mouvement d'économie sociale qu'il faut vraiment que les municipalités, qu'on travaille avec les municipalités, les gouvernements de proximité de plus en plus pour que ça soit bien intégré dans la vie quotidienne de tout le monde. Ben, c'est intéressant. Je vais faire réagir Hélène justement sur le ressort, puis ensuite de ça, Alexandre. Oui, tout à fait. L'image du ressort, c'est que ça simplifie un peu les choses, mais dans la résilience, en effet, il y a des discussions sur est-ce qu'on veut revenir à l'état initial ou est-ce qu'on veut revenir à un état augmenté. Donc, en effet, qui est encore mieux, qui est encore plus puissant, on va dire. Mais je pense que ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, qui est que la résilience, c'est un processus qui n'a jamais de fin, en fait. Donc, quand bien même on revient à l'état initial, c'est pas ça qu'on veut, c'est qu'on veut encore s'améliorer, être encore plus résilient. Donc, comme c'est un processus continu, on en vient à bonifier toujours les choses. Et puis, juste si je peux rebondir sur quelque chose, de garder en tête que la résilience, c'est souvent un concept qui est connoté très positivement, qu'on présente souvent comme une solution gagnant-gagnant, où tout le monde va gagner quelque chose. Il faut aussi garder en tête que malgré la bonne volonté, les bonnes intentions, on peut parfois avoir des effets contre-productifs qu'on n'avait pas identifiés à l'origine. Donc, pour donner un exemple, par exemple, si on essaie de faire un quartier qui est plus résilient, ben, peut-être que ça va augmenter le prix des loyers, peut-être que ça va obliger des gens à déménager, parce qu'ils ont moins les moyens de se payer leur logement. Oui. Donc, il y aura une espèce d'embourgeoisement. Donc, c'est aussi des choses auxquelles il faut penser quand on pense à la résilience. Oui, ok, c'est bien pour ce quartier, mais finalement, est-ce que c'est bien pour tout le monde dans le quartier? Puis est-ce que ça va avoir des conséquences qu'on n'avait pas forcément anticipées, qui sont contre-productives? Et ça, c'est pas toujours facile, Alexandre, parce que des fois, on rêve de quelque chose dans notre communauté et finalement, les résultats, on a dit, bon, il faut apprendre à se tromper, à accepter l'erreur, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dommages collatéraux quand on pense, on fait une action et parfois, il y a certains éléments qui vont faire en sorte que finalement, on n'aura pas le résultat escompté. Ben oui, c'est ça. On a tous et toutes des angles morts dans nos actions. Je pense que ça fait partie aussi de l'expérimentation de se rendre compte, oups, on a oublié ça, oups, on a un impact indésiré. Mais je pense que plus on est ouvert et plus on est inclusif dans nos démarches, plus on est capable d'attirer la diversité de participation, moins on a de chances d'avoir, en fait, plus on diminue le risque d'avoir des angles morts importants. J'aimerais revenir sur quelques éléments, peut-être qu'Hélène va mentionner. Le gagnant-gagnant, je pense que c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir, mais j'ajouterais un troisième gagnant. Il faut ne jamais oublier dans le concept de résilience, on ne peut plus faire ça là, en 2021. Gagnant, 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 donc c'est entre êtres humains, bien sûr, mais avec les écosystèmes naturels aussi. Il faut penser et agir la résilience, oui, dans la communauté humaine, mais aussi avec notre biorégion, dans une approche de régénérescence de la communauté humaine et des territoires aussi, ça c'est absolument nécessaire. Puis je veux juste rebondir aussi sur l'aspect régénératif ou aller vers le mieux, en fait, de la résilience. Donc un ressort, mais un ressort qui nous amène plus loin. Je pense qu'aller plus loin, ça veut dire la croissance. Ça veut dire l'abondance. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit nécessairement à la décroissance, parce que si on regarde les écosystèmes naturels, puis je m'en inspire beaucoup là, dans une approche un peu biophilique, les écosystèmes sont toujours en mode croissance, mais ne sont pas en mode croissance de quantité. Quand un écosystème a atteint sa quantité optimale, la croissance, elle continue en termes de qualité. Et c'est ça qui ajoute finalement de la vraie résilience à la collectivité. Ça, c'est un élément hyper important. Donc, la croissance, oui, mais en termes de qualité.
Alexandre, je vous interromps une seconde Oui. parce que justement, il y a un commentaire qui va dans le sens où vous allez, qui dit il faut arrêter de faire business as usual et plutôt créer un vrai point d'inflexion vers une économie de la bienveillance, de la résilience et de la régénérescence. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui va vraiment en lien avec ce que vous nous dites, là, d'un écosystème qui se régénère, qui crée, mais qui justement trouve un équilibre, là. Puis l'aspect résilient là-dedans, c'est que le système est capable de se régénérer soi-même, donc on n'a pas besoin d'avoir des appuis ou des apports extérieurs. Puis évidemment, l'autre aspect, c'est la pensée à long terme. On ne peut pas non plus penser résilience ou régénérescence à court terme. Puis je vais reprendre la vision des premiers peuples en Amérique du Nord qui parlent de penser pour les 7 prochaines générations. Mais est-ce qu'on peut nous penser des actions pour la communauté, voire la ville de cette génération? Et Jane Ingalls, je reprends ses paroles, la Fondation Mekonoll nous amène à dire, en tant que citoyen, mais en tant que ville aussi, comment est-ce qu'on peut être de bons ancêtres? Donc, vraiment se projeter dans le mon futur, Dieu, c'est beau, puis ça jour, nous met au défi. Absolument. Ça nous met vraiment au On est défi. des ancêtres de bien des générations, donc il faut penser à ça aussi. Et la résilience, c'est bien sûr maintenant, mais c'est surtout en prévision des générations futures. Ah, vraiment, mais moi, je trouve que ça nous lance, Nancy, là, un défi extraordinaire qui, je pense, vous parle beaucoup. Comment on fait pour être des meilleurs ancêtres? L'économie sociale nous permet justement d'aller chercher cet équilibre-là qui nous permet de voir à long terme, qui parfois nous brasse un peu parce que ça change le modèle de la croissance, de la croissance monétaire à tout prix, mais d'une meilleure croissance, d'une croissance durable. Oui, mais effectivement, puis je pense aussi pour réagir à Alexandre, c'est qu'il y a un enjeu d'une vision à long terme au niveau générationnel et ça juste dans l'économie, quand on parle de ça dans l'économie, par exemple, quand on a créé la fiducie de chantier en 2007, puis on disait qu'il fallait avoir du capital patient. Oui, les gens, ils ont dit qu'on on avait perdu vraiment la tête. Ça se peut pas, c'était un oxymoron parce que le capital, il faut qu'il y ait du rendement, et on a dit non, capital patient. Hier, j'ai vu quelque chose du Fonds de solidarité qui parle de le capital patient. Puis j'ai déjà entendu dans toutes sortes de lieux beaucoup plus traditionnels ce concept-là, mais qu'on a commencé à en parler. Alors, c'est toute cette notion, effectivement, de patience dans le sens qu'on cherche pas un rendement des actionnaires pour mettre dans leur poche, mais un rendement à la communauté et ça change énormément la façon de voir. Mais je dirais, puis je ne suis pas une biologiste et je suis en sciences humaines et en littérature, mais l'enjeu aussi de la résilience en économie sociale, puis je pense que c'est vrai pour tous, c'est les racines. Et je sais qu'il y a des plantes qui ont des petites racines, mais en général, des plantes mais des racines, arbres, ça prend. Ça travaille, puis tu sais, on sait ça en économie sociale, c'est ça ce qui le caractérise et ce qui fait que c'est effectivement, ce sont des entreprises résilientes, c'est les racines. Là, ça naît des besoins, des aspirations, ça appartient à la collectivité. Et je peux vous dire, même quand on le traduit dans l'analyse, par exemple, on fait des investissements en économie sociale, la première chose qu'on regarde, c'est pas si c'est un plan d'affaires super sexy sur du papier glacé avec tous les chiffres qui arrivent. On dit, c'est qui vous appuie dans la communauté? Et si la communauté est en arrière, on peut prendre plein de risques. Parce que les gens, parce qu'ils créent quelque chose à partir des besoins et des aspirations collectives, ils ne laissent pas mourir. Alors, nos entreprises durent, puis ça a été prouvé sur toutes sortes d'études, pas juste au Québec, autant par Invest Québec. Alors, je pense que on peut faire les choses différemment dans le développement et ça touche même la même chose des écosystèmes, c'est la vision à long terme et les racines. Et ces deux choses ensemble créent des conditions de la résilience et ils peuvent être traduits en termes économiques, en termes biologiques et même en familial. Oui, voilà. C'est ça, on y gagne tous dans le gagnant finalement. Là. Hein, il y a du gagnant en masse. Merci beaucoup, Nancy. Alexandre, moi, on se pose la question, on parle du territoire de Laval. Le territoire de Laval, c'est une ville, c'est une MRC, c'est une ville-région. Donc, un territoire qui a beaucoup de pouvoir comparativement à d'autres villes, par exemple. Et pourtant, l'économie sociale, on dirait, tarde à prendre ses racines, justement. Comment on fait pour s'assurer que Laval puisse être une ville résiliente qui s'appuie sur des fondations de participation citoyenne, mais aussi d'économie sociale?
Ben, je pense que vous avez eu dans votre introduction cette question-là, la réponse. En fait, Laval est une ville avec beaucoup de pouvoir, j'ai envie de dire avec trop de pouvoir. Ah, trop de pouvoir. Laval est une fusion de 14 villes et villages en 1965. Le sentiment d'appartenance est dans les quartiers, les petites et moyennes entreprises sont dans les quartiers. Il y a une centralisation que je dirais très dommage, en fait, à Laval. Puis c'est d'un contexte historique, ça s'est bâti comme ça. Justement, à l'époque, on voulait recentraliser les pouvoirs pour faire une dynamique de compétition entre les 14 anciennes villes. Par contre, à presque un demi-million d'habitants sur 260 quelques kilomètres carrés, penser Laval comme une grande entité, c'est impossible. C'est pas résilient, justement, parce que c'est beaucoup trop gros. La résilience, Laval, c'est un système, mais elle est composée de plein de mini-systèmes. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est là-dessus, c'est dans les quartiers qu'on a envie de s'impliquer, c'est dans les quartiers qu'on a envie de démarrer notre entreprise de proximité. Et l'économie sociale, c'est de la proximité, c'est les gens, c'est l'amour, c'est le contact humain. Donc, avoir une vision qui, oui, est à la fois ville, mais qui est beaucoup quartier aussi, enraciné. Puis on va vers ça, la fameuse politique régionale de développement social dont on parlait tantôt. Son slogan, c'est des quartiers à échelle humaine. Donc, ça va, là, ça rentre dans le discours. Maintenant, on est rendu à le faire atterrir sur le plancher des vaches très concrètement et ça prend beaucoup de temps. Par contre, la dynamique humaine, j'ai envie de dire, civique même, elle est là, elle est dans les quartiers. Donc là, on est à déconstruire, j'ai envie de dire, certains cycles, certaines institutions pour les reconstruire, pour s'arrimer davantage au quartier. Un terreau fertile, c'est ça que j'entends de votre côté. Hélène voulait réagir, puis après ça, je vous redonne la parole, Alexandre. Mais c'est vraiment pour aller dans le sens de ce qu'a dit Alexandre sur peut-être l'échelle à regarder. Si en effet, peut-être que l'échelle de la ville de Laval est trop importante et qu'il faut aller vers une échelle plus locale, donc des quartiers, etc. Puis ça me fait penser au concept de milieu de vie. Maintenant, on parle de quartier, mais aussi de milieu de vie. Donc c'est vraiment ce qui se passe autour de chez moi. Est-ce que c'est ce qui se passe jusqu'à 15 minutes, la ville du quart d'heure, par exemple, qui est un autre concept un peu à la mode en ce moment. Donc peut-être, c'est ça, être plus une approche de résilience par quartier, par milieu de vie, plutôt qu'une approche complète qui vaut pour tout Laval. Et c'est aussi sûrement une façon d'impliquer davantage les gens qui vont être concernés exactement par ce qui se passe dans leur quartier, les quelques rues avoisinantes, plutôt qu'à plusieurs kilomètres qui restent Laval, mais qui pour eux est potentiellement un autre quartier, une autre réalité. Ben, c'est intéressant parce que, Alexandre, c'est exactement ça. Hein? On a l'impression, en même temps, que c'est des choses qu'on a dans notre ADN, de travailler dans notre communauté, avec notre proximité. C'est des nouveaux concepts, des nouveaux mots, mais il y a des attitudes qu'on a déjà eues. Absolument. Ben oui, absolument. Ça nous retourne, cet esprit de village-là, en fait. Oui. J'ai l'impression que maintenant, plus que jamais, on s'y rattache parce je pense qu'on commence à être tanné de cette modernité-là où on est un peu désincarné, où il y a beaucoup d'écrans, où bon, tout se fait un petit peu virtuellement. Le retour, en fait, on le voit, le retour à la terre, le retour au jardinage, le retour à la communauté immédiate. Je prends comme exemple une des premières activités qu'on a faites à Laval en transition, qu'on s'est créées. En fait, ce n'est même pas des trucs écologiques comme tels, c'est des fêtes de voisins pour apprendre à se connaître entre voisins. Et là, le cœur est là, on a envie de ça. Puis les initiatives tripantes qui se développent actuellement à Laval, là, je vais te donner 2-3 exemples. Chemédé quartier nourricier qui vient d'être lancé il y a 2 semaines. Bien, c'est pas Laval nourricière, c'est un quartier et c'est forces vives, des organisations, des citoyens, citoyennes impliqués qui ont dit, bon, chez nous, dans notre carré de sable, on va créer un quartier nourricier. Saint-François, avec l'initiative locale Saint-François en action, se lance aussi une démarche de mobilisation à l'échelle du quartier, parce que c'est des gens qui connaissent les commerçants, qui connaissent les gens de l'école, bon, c'est un milieu de vie, justement, qui se connaît. Les rues, les revitalisations urbaines intégrées sont à échelle de quartier aussi, parce que c'est ça qui colle à la réalité des citoyens. C'est ça, des micro-territoires. Hein? C'est Marlène qui dit justement, le mouvement quartier à échelle humaine, c'est présent avec les concentrations locales dans chacun. C'est exactement ce que vous dites, Alexandre, dans chacun des secteurs qui sont à se redéfinir collectivement. Et puis les démarches de revitalisation, quel mot difficile à dire tout à coup, de revitalisation urbaine intégrée, c'est des micro-territoires. Nancy, ça vous parle, ça? Oui, mais ça me parle, puis en même temps, je veux juste... Parce qu'on s'est fait souvent reprocher, et évidemment, j'achète ce discours-là, puis ça fait
combien de décennies qu'on dit penser globalement, agir localement. Oui, qui est très beau. Une fois cela dit, les gens disent oui, mais ça, c'est des petites affaires. Si on veut vraiment changer le monde, là, il faut penser gros. Puis je pense qu'on était à un point où on est capable de démontrer qu'un ne contredit pas l'autre. C'est pas parce qu'on n'est pas obligé de devenir gros. On a besoin de multiplier une foule de petites initiatives et les mettre en réseau et travailler d'une manière beaucoup moins hiérarchique et top-down ou même bottom-up et d'une manière plus transversale. Et on le voit, même dans les formes d'organisation d'entreprise, il y a une initiative fabuleuse présentement au Québec qui s'appelle Cantine pour tous, qui part du prémisse qu'il faut nourrir les enfants dans les écoles. Mais si on a de l'équipement dans un quartier pour nourrir les enfants, on peut nourrir les personnes âgées dans l'après-midi, on peut laisser les familles faire les cuisines collectives le soir. Si on mutualise l'équipement, on mutualise notre connaissance, mais on laisse chacun prendre l'initiative qui corresponde à leur milieu, leurs besoins, leurs aspirations, leur dynamique. Donc, on est à une autre étape où le changement d'échelle n'est plus la question de devenir gros, c'est la multiplication de ces initiatives-là, mais mise en réseau et en partageant une vision et un avenir en commun. Ah, mais c'est magnifique, c'est ça. Multiplier les actions pour que ça devienne une grosse... On s'additionne. Hein, moi, j'ai toujours dit, on s'additionne. Alexandre et Hélène, ça va tellement vite. Hein, on approche déjà de la fin. Et pour vous trois, en fait, Nancy aussi, Nancy met la table en disant qu'il faut multiplier les petites actions pour faire, dans le fond, quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, additionner tout ça et en faire un réseau. Si on avait à dire, peut-être que on a vu que Laval a un terreau fertile, que Laval commence à faire des bonnes choses. Ce serait quoi la prochaine étape, Alexandre? J'ai envie de dire 2 prochaines étapes parce que ça doit aller ensemble. Cette fameuse culture, ce changement de culture de participation citoyenne doit aller de l'avant. Mais ceci dit, on n'a pas besoin d'attendre que les institutions changent et que les processus changent. Les citoyens, on a déjà le pouvoir d'agir. Je reviens avec mon chapeau Laval en transition. Là, le mouvement, c'est des citoyens par et pour les citoyens, justement, qui a été créé pour ne pas attendre que nos gouvernements arrêtent d'acheter des pipelines, que nos gouvernements arrêtent de prendre des décisions absurdes au niveau de l'environnement et de l'empreinte écologique. On est capable de monter des initiatives nous-mêmes, de se développer nos propres connaissances et nos propres compétences nous-mêmes. Fait que je pense que ce message-là est hyper important. On n'est pas obligé d'attendre. Par contre, on doit exiger, on doit demander à nos institutions, à nos élus, puis là, clin d'œil, on est en année électorale au niveau municipal, on doit demander que ces institutions-là changent aussi. Il faut que plein de petits bateaux bougent en même temps, avec le gros paquebot qui est beaucoup plus long à bouger, mais il faut faire pression sur lui. Puis le rôle de la ville, c'est pas de prendre la décision pour les citoyens, c'est de les faire participer. Et au-delà de leur demander de participer, notamment lors des consultations publiques, qui est extraordinaire, mais il faut aller plus loin. Le rôle de la ville, c'est justement de multiplier les points de contact pour allumer des étincelles et donner des compétences et des connaissances aux citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir des agents d'action autonomes. Des agents de changement. Je vais juste lire quelques commentaires avant de donner la parole à Hélène. Alors, justement, pour revenir à ce que Nancy disait, on disait chaque petit changement contamine positivement la collectivité. Il y a quelqu'un qui dit on devrait écrire un livre sur le sujet. Bien, Nancy en a déjà écrit un, justement, et c'est la semaine de la coopération, je voyais justement une publicité où le livre de Nancy était mis en valeur. Donc, elle écrit le mouvement, elle a écrit l'histoire sur le mouvement de l'économie sociale avec les leçons qui ont été tirées collectivement. Donc, il y a déjà, en tout cas, un livre qui est là. Il y a quelqu'un aussi qui nous dit la diversité, puis ça, on en a parlé, mais on aurait pu en parler davantage. La diversité de Laval a une richesse, c'est une richesse incroyable et il y a des pratiques ancestrales qu'on découvre et qu'on redécouvre dans ce qu'on était. Alors, c'est ça, des pratiques qui étaient là ou qui étaient ancrées depuis des millénaires et qui finalement font en sorte que les choses retournent dans le fond. Hein? On parlait de ce ressort, mais de ce ressort qui nous amène peut-être là où on a déjà été mieux, Hélène.
Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Alexandre, évidemment, de s'impliquer localement, d'aller évidemment dans les groupes qui existent déjà, de s'intéresser à ce qui se passe dans son quartier, dans son milieu de vie et de bouger sans attendre en effet qu'il se passe quelque chose à un niveau peut-être gouvernemental plus haut. Mais je dirais aussi de faire attention à vraiment essayer d'être inclusif, justement dans cette diversité, de penser qu'on n'est pas tous des gens éduqués avec une certaine connaissance et certains moyens financiers, qu'il y a d'autres réalités aussi autour de nous et que si on veut que ce projet de résilience soit gagnant, 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 il faut vraiment penser aux réalités de tout le monde. Puis c'est facile en fait de rester dans une espèce d'entre-soi peut-être de gens déjà convertis à l'écologie, à l'environnement et tout ça, mais il faut aller penser aussi aux gens qui ne s'intéressent pas à ça ou qui n'ont pas la possibilité de s'y intéresser parce qu'ils ont d'autres choses plus concrètes dans leur quotidien, des difficultés financières ou autres. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder en tête le côté inclusif de la démarche. Oui, puis c'est important, effectivement, vous le dites, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas l'envie de tout le monde non plus, mais c'est au moins de s'assurer que ces gens-là sentent qu'ils peuvent le faire s'ils ont envie de le faire. Nancy, le mot de la fin, la prochaine étape, vous la voyez comment? Alexandre en voit 2, mais vous la voyez comment pour Laval? Je ne connais pas assez Laval, sauf de dire que je pense qu'effectivement, comme dit Alexandre, il faut retourner vraiment là où les gens sont en contact direct. Puis on a une occasion avec la pandémie, ça nous a forcé à revenir à des choses très, très réelles, très concrètes, etc. Alors de construire là-dessus, mais je pense que la ville aussi a un rôle à jouer. Puis bon, j'espère que nos représentants, parce qu'il faut aussi créer ces conditions-là. Puis quand Hélène parle d'être inclusif, etc., ça veut dire aussi créer les conditions, les opportunités pour que les gens, par toutes sortes de moyens, puis on a maintenant plein de moyens, on n'a pas besoin d'écrire des lettres, etc. Il y a mille et une façons de s'exprimer. Donc, on a cette possibilité-là. Moi, je dirais le deuxième, c'est apprendre l'un de l'autre, savoir que ce qui se fait à Laval de mieux, mais on aimerait ça le savoir à Montréal, puis apprendre, puis à Québec, puis en Gaspésie, etc. Hier soir, j'étais avec quelqu'un de nous dans le Cap-Breton, puis je me rappelais qu'on a commencé à Pointe-Saint-Charles en 84. On s'est inspiré de Cap-Breton, on s'est inspiré d'une communauté autochtone en Alberta, puis des quartiers noirs de Montréal, aux États-Unis qui avaient créé des corporations de développement communautaire. Il n'y avait aucune ressemblance avec le milieu de Pointe-Saint-Charles, mais il y avait des principes, des façons de faire, de travailler qui nous ont inspirés, qui nous ont permis d'aller plus loin. Et tout le mouvement d'économie sociale s'est fait en apprenant de ce qui se fait ailleurs. Fait que moi, je pense qu'il faut donner le pouvoir aux citoyens puis la capacité d'agir localement, mais il faut aussi donner accès à des inspirations parce que l'innovation sociale, parce qu'on est dedans, c'est learning by doing, c'est apprendre par essai et erreur. Et c'est pas dans les laboratoires, puis c'est avec tout le respect que j'ai pour des profs, des scientifiques qui vont nous dire exactement quoi faire. Donc, il faut qu'on soit en apprentissage continu constamment, puis ça veut dire être en réseau, puis apprendre l'un de l'autre. C'est très inspirant. Merci beaucoup, Nancy Nintam, Alexandre Warnette, Hélène Mandénian. Vous nous avez inspiré beaucoup et je pense que c'est de là que ça doit partir. Je remercie aussi Stéphane Boyer qui a fait partie de la discussion. Il faut continuer de s'inspirer et pour ça, il y a un projet extraordinaire avec la génératrice et je vais demander à Marie-Kim de venir justement clore en nous parlant de cette génératrice qui se met en branle avec ce lancement-là, avec le panel. Absolument. Puis je vous invite à cliquer sur Gallery View si vous voulez sur votre Zoom pour qu'on puisse tous se voir pour conclure en fait cette belle rencontre. On en aurait pris encore des heures. J'ai retenu énormément de mots, d'expressions qui ont été nommés qui résonnent énormément avec le laboratoire d'innovation sociale de Laval. Un laboratoire, c'est fait pour expérimenter, pour tester. Puis c'est ce qu'on vous invite à faire, en fait, dans la génératrice Laval Ville Résiliente, c'est de venir en fait, de participer aux activités, de venir discuter de résilience, mais surtout aussi de co-créer. On a parlé de co-création, d'inviter les citoyens, citoyennes, les potentiels porteurs de projets collectifs à déposer des projets lors de l'appel à projet, donc du 8 au 29 mars prochain, mais aussi à participer à l'activité du 16 mars où on va penser collectivement à des solutions. Donc, il y a des enjeux collectifs qu'on a sur le territoire, mais on va venir penser collectivement
collectivement à des solutions, à des projets collectifs qu'on va pouvoir mettre en place. Les projets retenus dans le cadre de cette génératrice-là vont être accompagnés en fait dans la phase de co-design pour pouvoir s'enraciner. On parlait tantôt de planter des racines, mais vraiment créer des projets qui vont s'enraciner où les citoyens aussi vont pouvoir ensemble en fait collaborer dans ces projets-là. Puis vont être soutenus aussi, on en a parlé, on a quelques ingrédients déjà en place à Laval pour faire de Laval une ville résiliente. On a un écosystème qui est prêt à accueillir l'innovation, l'expérimentation. Puis on est là en fait pour accueillir les porteurs de projets, pour les construire, puis construire ensemble cette ville résiliente, puis comme Alexandre l'a dit, peut-être ces quartiers résilients-là, ces milieux de vie résilients-là également. Donc, on va mettre dans le chat tous les liens en fait pour vous inviter à participer donc aux activités du 16 mars prochain, à vous inscrire à l'infolette, suivre la page Facebook également. Donc, si vous avez une idée de projet, si vous connaissez des gens qui ont potentiellement des idées de projet ou qui veulent réfléchir ensemble à des solutions collectives, on vous invite là à passer le mot. Je laisse la parole à Louise. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Vraiment, je dois vous dire que c'est comme si je n'étais pas dans mon rôle de pôle d'économie sociale, mais mon rôle de citoyenne. Puis à vous entendre, vos propos, Hélène, en fait Stéphane, Alexandre, Marie, puis l'intelligence et Nancy, en fait, et toute l'intelligence que vous avez par rapport à vos propos, ce qui, moi, me réjouit, c'est que j'ai l'impression que la COVID nous rapproche beaucoup de ça. Ça, c'est le bout le plus important pour moi. La COVID a fait en sorte que maintenant, on voit comme l'économie, comme plus, comment ça peut augmenter mon bien-être. Comment, et ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'on est comme tellement à la bonne place. On a à Laval, avec Laval en transition, tout le mouvement citoyen qui est mis de l'avant. C'est extraordinaire. On veut collaborer avec Laval en transition parce qu'on croit à cet enracinement que Nancy nous parlait. Je trouvais, Hélène, c'est intéressant aussi quand tu dis que la résilience, ce n'est pas une destination, mais c'est un chemin. Et pour moi, c'est vraiment important. Je sentais aussi que Stéphane nous amenait pour la ville dans une vision de, on essaie de redistribuer, OK, je ne dis pas que c'est, mais on essaie de redistribuer le pouvoir, de redescendre le pouvoir aux citoyens. On a des embûches à faire ça, on le comprend. Puis que notre job, le job d'Alexandre, quand il disait, il faut que les citoyens réagissent. Il y a une grande politicienne qui m'avait déjà dit, regarde, mets-moi pas dans le coin, mais pousse. Vraiment fait que c'est comme ça, c'est vraiment, puis je pense que c'est ce que Laval en transition souhaite faire. Puis je dirais que aussi toute la question de la vision à long terme, puis tu sais, du pas de géant qu'on doit faire, pas juste à Laval, mais à plein de places, que le pas de géant ne peut pas être fait par une organisation, même si à Laval, on a une ville, tu sais, une île. C'est le pas de géant, c'est le cumul de tous les pas des citoyens dans les communautés. Puis que nous, au pôle, on est choyés parce que dans le fond, le travail qu'on fait, c'est de faire en sorte que quand ces citoyens-là ont la vision de développer des projets qui s'inscrivent dans ces valeurs-là, dans cette transition-là, on est capable de les accompagner avec tous les collaborateurs qu'on a ici. Il y en a plein qui sont ici à l'écran, d'autres pas, mais fait que moi, ça m'anime, en fait. Ça m'anime, je pense, ça anime l'équipe du pôle. On est vraiment, vraiment craqués là-dessus. Puis on veut juste vous remercier vraiment beaucoup, vous inviter à nous suivre sur Facebook et tout, plus pour qu'on ait votre information aussi, qu'on la relaie. En tout cas, c'est vraiment une dynamique qui est très fun. Fait que merci beaucoup à tout le monde du temps que vous avez pris. Puis vraiment, Marie, pour ce travail, toujours une animation avec une intelligence et une connaissance qui est exceptionnelle. Merci beaucoup, Marie. Puis merci à tout le monde. Merci, Nancy. Nancy, on n'a pas fini. On va travailler avec la Ville pour une politique. On va inclure Alexandre avec sa gang de citoyens. Là, puis Merci à tout le monde. Merci à tous les citoyens, tous les partenaires. On voit les dirigeants et dirigeantes d'entreprises, d'économie sociale qui sont là aujourd'hui. Vraiment, merci. C'est juste le début de la génératrice, fait que restez à l'affût des prochaines activités. Merci tout le monde. Merci. Merci. Puis merci aux panélistes. Hein. Les gens ont trippé sur ce que vous avez dit. C'est incroyable. C'est vrai qu'on a oublié juste un remerciement qui peut-être, excusez-moi, j'ai oublié de remercier
parce que c'est nouveau, puis je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est la Fondation Lucie-André Chagnon qui a décidé de financer tous les pôles d'économie sociale dans leur travail de soutien, de veille, de c'est quoi les besoins des milieux, puis comment on peut accompagner ces milieux-là dans l'émergence. Fait que je veux juste remercier la Fondation. Ça revient à ce que je disais, c'est qu'on se rapproche du citoyen, comme une économie qui est au service du bien-être et non au service de l'économie elle-même. Fait que merci beaucoup la Fondation, en plus des autres. Merci. Ciao. Bye.